Merci Sylvain, merci à vous de m'accueillir ici, c'est toujours un plaisir. Alors je vais vous présenter disons, un état des réflexions, de mes réflexions sur ce qui se passe lorsqu'on essaie de se comprendre, et en particulier dans les conversations, dans les situations naturelles. Vous savez que c'est un objectif qu'on partage tous en linguistique. Je suis syntacticien à l'origine, donc la syntaxe c'est vraiment quelque chose de très important. Pour autant, ce qui compte finalement in fine, c'est d'arriver à comprendre comment on se comprend, comment on construit du sens, comment on transmet du sens, comment on décode ce sens. Et on essaie de faire ça en particulier avec l'ILCB, mais nous sommes un certain nombre à essayer de se poser ces questions-là avec des perspectives qui sont très complémentaires, on va dire, interdisciplinaires. C'est vraiment un travail interdisciplinaire. La question que je me pose, c'est celle de, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est celle de ce qui se passe vraiment voilà, de comprendre comment se construit le sens. Euh, voilà, j'ai zappé le résumé de la présentation des points qu'on va aborder là maintenant dans ce séminaire. Typiquement, la question de la compositionnalité est au cœur de la construction du sens. Alors, je vais revenir très rapidement sur cette question de la compositionnalité, qui me semble être abordée d'un point de vue un peu particulier, qui fait qu'il y a des débats depuis des décennies, oui, dans la communauté pour savoir si, oui ou non, le langage, la construction du sens est compositionnelle. Est-ce que c'est une approche qui est pertinente, et en particulier lorsqu'on veut aborder des questions qui sont des situations qui sont vraiment naturelles. Hein. On sait que ça marche pour des phrases qui sont extrêmement contrôlées, pour des stimuli qui sont extrêmement contrôlés, mais en situation naturelle, la compositionnalité frotte un peu, ça ne marche pas toujours, et on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que le débat, c'est pas tant pour ou contre la compositionnalité, c'est qu'est-ce qu'on compose. Ça, c'est vraiment le premier point qu'on va aborder ici. Et je vais essayer chaque fois, c'est pas mon domaine d'origine, je vous l'ai dit, vous le connaissez, hein, mais à chaque fois d'essayer de voir ce qui se passe, des conséquences, des implications de ce qu'on dit au niveau cognitif, au niveau neurocognitif. Il y a beaucoup de modèles, de plus en plus de modèles, depuis très longtemps, hein, qui essaient de trouver des traces et les bases cérébrales de ces fonctionnements-là. Donc, je vais rapidement présenter l'état de la situation et de ce qu'on sait à peu près aujourd'hui autour de cette question de la compositionnalité et pour, encore une fois, reposer la question de savoir, finalement, encore une fois, c'est plutôt que de se poser la question de pour ou contre la compositionnalité, de savoir ce qu'on va composer, pour autant qu'on pense qu'on compose quelque chose. Okay, et donc, pour ça, revenir de façon très basique, alors là, il n'y a pas d'informations nouvelles là-dedans, mais on essaie de mettre ensemble des perspectives, des approches de la représentation de l'information linguistique en général et du sens en particulier, avec la représentation du sens avec les frames aujourd'hui, où c'est désormais quelque chose de très largement répandu, et on est passé, enfin, je ne vais pas entrer dans les débats sur la sémantique formelle, mais les frames sont très adaptés en termes de représentation des connaissances qui sont incarnées dans l'environnement naturel. Et puis, parler de cette question des constructions. C'est une question qui est en linguistique formelle, computationnelle, mais également dans les approches cognitives. C'est une question qui est au cœur d'une certaine approche de la représentation de l'information linguistique qui est intrinsèquement quelque chose qui est multimodal. Multimodal dans le sens où on va rassembler des sources d'informations qui peuvent être hétérogènes, qui sont très variées, au cœur de quelque chose qu'on va appeler une construction. Donc, je vais rapidement rappeler un peu ce dont il s'agit pour montrer comment les deux, la sémantique des cadres, frame semantics, et les constructions peuvent fonctionner ensemble, sont un outil efficace pour représenter l'information linguistique en général. Et puis, je vais vous présenter les idées de base, les notions de base du modèle que je propose, que je commence à proposer. C'est quelque chose qui est encore très instable, pour lequel il y a beaucoup de trous dans ce modèle-là, mais qui permet de s'appuyer justement sur cette contestation d'une vision modulaire, hiérarchique, incrémentale, compositionnelle, classique, de la construction du sens, en particulier dans ce qu'on va faire. J'essaierai, si j'ai le temps, rapidement de présenter quelques implications au niveau neurocognitif et sur les bases cérébrales de ce modèle-là.
compositionnalité, pas dans le détail, on sait tout ça, mais simplement, je veux revenir sur la définition classique de la compositionnalité, qui tourne toujours autour de ça. Et il y a un point intéressant. Donc, compositionnalité, pour les plus jeunes d'entre vous, enfin, je ne sais pas, peut-être quand même, on est ici dans un labo de linguistique, mais c'est l'idée que le sens, c'est une fonction, le sens de la globalité, vous prenez une phrase, le sens de cette phrase est une fonction du sens de ses parties. OK ? Donc, c'est ça la compositionnalité. Donc, les parties, c'est quoi? C'est des mots, c'est les syntagmes, c'est des structures syntaxiques qui, peu à peu, vont permettre de façon ascendante de construire une représentation. On a classiquement, en logique formelle, dans toutes les approches de la compositionnalité, il y a des fonctions qui permettent d'expliquer, y compris d'un point de vue mathématique, comment on construit le sens de la totalité à partir du sens de ces parties. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant dans la définition de Frege, initiale de Frege sur de la compositionnalité, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est le sens d'une expression complexe est une fonction du sens de ses parties et la façon dont elles sont combinées syntaxiquement. Et ça, je crois que ça pose question. Ça pose question parce qu'on dit deux choses en même temps. On dit que la composition, on va compositionner des sens qui sont épars, très bien, mais on va le mettre au cœur de ça un mécanisme qui va permettre de construire ça. Et ça, c'est Montaigu qui a vraiment théorisé cette théorie, y compris du point de vue formel, cette idée-là, donc qui avait été également utilisée par Chomsky, c'est cette idée qu'il existe un mapping entre la structure syntaxique et la structure sémantique. Okay, donc, et du coup, y compris récemment, un article de Gautier en 2016, où c'est une syntaxe, c'est un article, où, encore une fois, on met la syntaxe au cœur de la construction, en tant que mécanisme, au cœur de la construction de cette compositionnalité. En d'autres termes, pour le mapping, vous voyez ce que c'est, bon, oublions les termes mathématiques, l'idée, c'est qu'à chaque étape, on va pouvoir, dans la structure syntaxique, créer un lien entre j'ai parlé des mots tout à l'heure et des syntagmes, et à chaque étape, on extrait une formule logique en quelque sorte qui va représenter, qui va correspondre au sens qui est attaché à la structure syntaxique. Okay, on construit par exemple un arbre syntaxique, et avec cette construction d'arbre syntaxique, peu à peu, en même temps qu'on établit des dérivations syntaxiques, on fait un mapping entre ça et la structure sémantique. Au point que d'ailleurs, si vous regardez pour les plus anciennes, c'est toujours intéressant de regarder Montaigu, les grammaires de Montaigu, c'est des grammaires où soi-disant on ne parle pas de syntaxe, mais en fait la syntaxe est complètement au cœur de cette structure-là. Et je crois que c'est ça qui pose problème pour plusieurs raisons. Ça pose problème parce qu'on a une fonction mathématique qui est définie, qui donne une importance particulière à un des éléments, à une des sources d'information des éléments linguistiques, mais seulement à une des sources d'information, et qui nous impose une vision syntaxico-centrée. Alors, encore une fois, je suis syntaxicien, et on avait beaucoup de débats, n'est-ce pas, avec Anne, avec notre ami Albert à l'époque, qui lui, prosodico-centré, et tout est organisé autour de la prosodie, ou tout est organisé autour de la syntaxe, ou tout est organisé pour Montaigu autour de la sémantique. C'est sans doute pas la bonne façon de voir les choses. Donc, il faut mélanger tout ça. C'est une des conséquences de cette vision-là, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser d'une vision modulariste de l'information linguistique. Modulariste dans le sens où on a un traitement lexical, morphologique, syntaxique, puis sémantique. Et la pragmatique vient là-dedans rajouter des informations. Donc, on a un ensemble, ça c'est une vision très générative, chomskienne des choses, où on a des modules, et chacun de ces modules fournit une partie de l'information, très bien, mais il y a une vision très séquentielle de cette organisation. Cette vision séquentielle, après tout, pourquoi pas, mais cette vision séquentielle, elle est hiérarchisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire de structure syntaxique si, au préalable, on n'a pas une sortie d'information fournie par la morphologie, par exemple, et avant ça, avoir traité toutes les informations prosodiques, phonologiques, etc. Très bien. Cette vision-là, du point de vue je parlais des bases cérébrales, qui est encore une fois incrémentale, séquentielle, hiérarchisée, finalement modulaire, est incarné dans un des modèles qui est un modèle très
très productif, on va dire, en neurosciences, qui est le modèle qui est proposé par Andrea Friderici, qui propose 3 phases dans lesquelles on identifie clairement dans ces phases-là, on identifie des strates, des couches d'informations qui peuvent être reliées à une échelle temporelle où on a 100 millisecondes après la présentation d'un stimulus, par exemple un mot ou une phrase ou n'importe quel matériel linguistique. 100 millisecondes, c'est considéré comme étant quelque chose de inconscient. C'est un traitement qui est inconscient. On a des éléments qui sont traités de façon inconsciente. Puis, au-dessus de 200 millisecondes après la présentation du stimulus, on commence à avoir un traitement conscient, on va dire, pour autant qu'on sache définir la conscience. Mais c'est ça. Donc, de 100 millisecondes, on traite les indices qui sont purement acoustiques. 200 millisecondes, ça commence à être quelque chose qui relève de l'accès lexical. 400 millisecondes, c'est quelque chose qui relève du traitement sémantique, etc., etc. Et on peut observer au niveau cérébral une manifestation de ces différents niveaux. Ce que ça dit, ce modèle-là, c'est que vous voyez qu'on est là-dedans, dans une architecture qui est encore une fois séquentielle, qui est assez modulaire dans le sens où, y compris du point de vue de la localisation dans le cerveau, on a des zones qui sont attachées à un traitement phonologique, un traitement acoustique, un traitement acoustique, bien sûr, un traitement syntaxique, lexical, etc. Et on a cette échelle temporelle qui va nous indiquer une échelle de complexité en quelque sorte. Au plus l'intégration de l'information est complexe, au plus on va avoir un décalage temporel avec des ondes positives, négatives. Je n'entre pas dans les détails. Oui. Le modèle, là, il a 20 ans. Il a 20 ans. Oui. Donc, depuis, ils ont un peu bougé. Alors, si tu veux, on pourra parler de ces modèles-là. Il n'a pas bougé sur le cœur, le cœur de l'architecture. Il y a cet aspect modulaire séquentiel qui, en fait, on sait maintenant, effectivement, c'est plus comme ça que ça se passe, c'est distribué, interactif, etc. Mais est-ce qu'au niveau modélisation, et ça je la poserai à tout le monde, est-ce qu'on n'en est pas, finalement, la séquentialité n'est pas la manière la plus simple de traiter les événements quand on est naïf? Voilà. Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre 2 choses. On a confondu en particulier en traitement automatique. La séquentialité est évidemment quelque chose d'extrêmement pratique pour nous. C'est pratique parce qu'on a une entrée, une sortie à chaque étape et on sait très bien contrôler ce qui se passe. On sait représenter ce qui se passe et on va pouvoir travailler de façon finalement modulaire. C'est ça que la séquentialité. Il faut distinguer la séquentialité des processus et l'incrémentalité du traitement. L'incrémentalité du traitement, elle est inhérente au langage qui est produit de façon séquentielle. Donc, on va traiter des unités les unes après les autres. Ça ne veut pas dire que la façon qu'on a de traiter les unités, elle doit être organisée autour des modules et autour de cette séquentialité des modules. C'est ça que je dis. Parce que ça, c'est 20 ans, quoi. Ça, c'est quoi, Angela Frederici, oui. Et alors, si tu regardes les travaux récents, par exemple, de Stan Dehaene et Christophe Pally en syntaxe, on est clairement aussi dans cette approche-là, et qui sont de l'autre côté de Paris. Et la plupart des... Pourquoi? Bon, enfin, ça, c'est un autre... On pourra avoir ce débat-là juste après. Mais ça reste quand même le mainstream. Ça reste la façon qu'on a de présenter les choses. Ça ne veut pas dire, et je vais en parler, qu'il n'y a pas des modèles alternatifs à ce modèle-là. Mais Andrea Friderici, elle a publié récemment avec Chomsky ce papier qui est très, très intéressant, où c'est un survey où on reste quand même dans une approche qui est vraiment... Chomsky est resté quand même très, très modulaire. Je pensais qu'elle avait un peu évolué. Disons, en fait, bon, on pourra en parler après. En fait, je pense que ce modèle-là, c'est pas comme ça qu'il est. C'est des aspects, et ça, c'est une façon de présenter. J'explique comment fonctionne le traitement du langage, et c'est une façon de présenter ça. OK. La compositionnalité pose des problèmes, je le disais, dans plein de cas. Dans plein de cas, et il y a un article intéressant, il y a des tonnes d'articles, encore une fois, qui viennent contester ou qui viennent poser des phénomènes, présenter des phénomènes qui sont un peu orthogonaux avec cette idée de compositionnalité, et en particulier, donc Ada Goldberg, qui est vraiment dans les grammaires de construction, je vais en dire un mot, insiste sur le fait que qu'est-ce qu'on fait face à des phénomènes qui sont, par exemple, les idiomes. Dès lors qu'on reconnaît l'idiome,
eh bien, il y a eu plein de travaux, Vespmiani, tout ça, y compris Romers, y compris du point de vue neurocognitif, qui montrent qu'à partir d'un certain point de reconnaissance de l'idiome, proverbe, au bout de 2-3 mois, on reconnaît le proverbe. Par exemple, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ou ça ne casse pas trois pattes à un canard, etc. On reconnaît très, très rapidement l'idiome et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de traitement. On accède directement au sens. C'est un accès direct au sens. Ça, c'est avec les idiomes. Mais il y a les grammaires de construction s'attachent à étudier un très grand nombre de phénomènes qui montrent que dès lors qu'on reconnaît un pattern, en quelque sorte, ce pattern est associé à un sens. Et ce pattern, ça peut être, c'est des sources d'informations différentes. Alors, les grammaires de construction en général s'attachent beaucoup à la morphosyntaxe, c'est-à-dire c'est les propriétés. Mais en fait, au fond, on peut tout à fait, et on doit le faire dans les grammaires de construction aussi, apporter des informations prosodiques, par exemple. Imaginez qu'on sache définir, je ne le ferai pas, mais un contour intonatif. Et on a un pattern qui dit si j'ai ta en français, je sais que c'est une interrogative. Je peux mettre n'importe quel matériel lexical là-dedans. Je vais avoir une interprétation particulière. C'est-à-dire, j'ai accédé à une partie du sens qui est purement, qui provient de cette reconnaissance d'un pattern particulier. Les constructions, c'est vraiment ça. Je vais en dire deux mots, construction dit transitive, causative, etc. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est ce que dit Adèle Goldberg, c'est ça, c'est on a l'accès au sens, finalement, qui peut se faire de façon directe. On ne conteste pas le fait que ça puisse être compositionnel, mais on dit aussi, dans le même temps, qu'on peut accéder au sens directement sur la base de ces patterns qui contiennent des slots qui peuvent être des slots, c'est-à-dire des variables, en quelque sorte des champs, qui peuvent être libre, au sens libre, programmation logique, c'est-à-dire une variable libre, c'est une variable qui n'est pas instanciée, dans laquelle on peut mettre n'importe quoi. On a des patterns, on a des slots et on peut mettre ce qu'on veut dans ces valeurs-là. Et certaines de ces slots peuvent être définis récursivement. Cette idée de la récursivité du langage, personnellement, je pense qu'il faut s'en débarrasser. C'est ce qui nous a obsédés pendant des décennies, enfin, je dis nous, syntacticiens en particulier, savoir si le langage humain, ce qui différencie le langage humain du langage des primates non humains, par exemple, c'est la récursivité, etc., etc. Je crois que ce n'est pas une bonne façon d'aborder les choses. Bien sûr qu'il y a des traits de récursivité qui peuvent être disons, qu'on peut observer. Et on parlait de ça de Anne tout à l'heure, c'est vraiment le cœur d'une grande partie de ces recherches qui montre que ces structures récursives sont impliquées dans le cerveau pour le traitement d'informations mathématiques, d'informations linguistiques, de la musique, etc. Finalement, si on met de côté cette question de la récursivité pour moi et qu'on parle plutôt de combinatoire, je pense qu'on aura une meilleure façon d'aborder les choses. Mais je n'entrerai pas dans ce débat aujourd'hui. En tout cas, ce que dit Adèle Goldberg là-dedans, c'est que oui, bien sûr, on pourrait tout à fait avoir, dans certains cas, une vision compositionnelle, mais dans d'autres cas, en même temps que ça, on a une vision, on a des phénomènes qui ne sont pas compositionnels, qui ne s'appuient pas sur ce que les règles sont capables de nous décrire d'un point de vue classique, par exemple dans les grammaires génératives ou autres. Niveau neurocognitif, Josué Badiou propose justement dans la lignée de ces grammaires de construction un modèle, enfin une série de recherches qui indique précisément ça, qui indique qu'on a deux voies qui permettent d'expliquer le fait que dans certains cas, on a un accès direct sur la base d'une représentation holistique, c'est-à-dire on identifie, ce que j'ai appelé tout à l'heure pattern, ne réutilisez pas ce terme-là, c'est pas du tout la bonne façon de voir les choses, mais ça indique quand même, ça indique à peu près ce dont il s'agit. Mais en tout cas, cette vision holistique qui permet d'expliquer l'accès direct au sens. On a ces patterns qui sont ces représentations holistiques, configurationnelles, et puis, à côté de ça, on a aussi une voie qui est la voie compositionnelle. Okay, on a ces deux voies, accès direct, accès compositionnel, et qui s'incarnent de façon avec des phénomènes qu'on peut observer au niveau cérébral, avec toutes sortes on peut faire toutes sortes d'expériences qui permettent d'illustrer le fait que à chaque mot d'une phrase, les mots ont une importance ici, on peut choisir l'une ou l'autre de ces voies. La voie accès direct
au sens, et la voie plus grammaticale, compositionnelle, procédurale, etc. Okay, ça, c'est une vision qui va bien avec la vision de Jack Andoff. Jack Andoff a été un des premiers, c'est pas le seul, mais un des premiers à contester cette vision modulariste, c'est-à-dire qu'on a une architecture parallèle, à peu près parallèle, dans lequel on a des sources d'informations, je préfère dire appeler les choses comme ça, qui sont différentes et qui vont interagir. Jack Andoff va pas, d'après moi, va pas jusqu'au bout. Enfin, pas du tout. C'est pas une question de qui suis-je pour critiquer Jack Andoff, mais on peut aller encore pousser un peu plus loin ce raisonnement-là et dire que il y a un schéma célèbre de Jack Andoff dans lequel on a toutes ces sources d'informations et puis avec des flèches de partout. Du coup, il y a tellement de flèches de partout que tout est dans tout et on ne sait pas très bien concrètement comment tout ça interagit. Mais c'est exactement ce dont il s'agit. Badgeot, c'est là-dessus, et Badgeot propose ce truc, cette vision-là, et l'approche de Badgeot s'appuie sur un modèle neurocognitif plus général, qui est celui de Peter Agort, qui s'appelle Memory Unification and Control. Okay, Peter Agort propose un modèle qui s'appuie sur trois composants, la mémoire, l'unification et le contrôle, et avec une localisation de ces composants, mais dans le cerveau, on va aborder ces questions-là ici, mais qui consiste à dire que, on a ce composant qui est la mémoire, dans lequel on a, dans la mémoire à long terme, ce qu'on stocke dans la mémoire à long terme, ce sont précisément ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont des informations qui peuvent être très complexes, qui peuvent être attachées au niveau lexical à une entrée lexicale, mais qui peuvent être également attachées à des structures qui sont beaucoup plus complexes que ça. On va prendre des exemples tout de suite. Dans la mémoire, on a, première étape, un accès à la mémoire à long terme dans lequel on va rechercher ces informations. On le fait grâce à un mécanisme qui est celui de vinification. Alors là, ça nous plaît. On est en plein dans notre histoire. Ça fait 40 ans qu'on travaille, enfin nous, qu'on travaille là-dessus. C'est bien antérieur à ça. L'unification, je vais en dire deux mots tout à l'heure, c'est ce mécanisme mathématique qui permet d'expliquer comment deux objets peuvent être compatibles. Okay, et en particulier, dans ce cas-là, et on va s'appuyer là-dessus, on a dans la mémoire, ce qui est stocké dans la mémoire, on a des objets imaginés, qu'on a quelque chose qui est déjà avec toutes sortes d'informations qui sont pré-instanciées, dans lequel on a ça, et puis on a l'input courant, et on va essayer de matcher les deux. Okay, ça se fait par l'unification. Processus qui est vraiment au cœur de ce. Et puis le contrôle, c'est tout ce qui va venir, le contexte qui va venir guider l'interprétation, c'est la pragmatique en général, et c'est tous ces aspects-là. Donc pour Peter Agort, on a, c'est ce que je viens de décrire, hein, on a les composants de base qui sont dans la mémoire à long terme, et on a toutes sortes d'opérations qui, à partir de ces composants de base, vont nous permettre de construire une représentation qui va s'enrichir progressivement grâce à l'unification. Okay, les items lexicaux on accède séquentiellement parce que l'input, ce qu'on disait tout à l'heure, l'input, il est traité séquentiellement, mais ça ne veut pas dire que, et ça, j'ajoute ça à Peter Agort, ça ne veut pas dire que ce sont seulement les items lexicaux, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retarder des évaluations ou un accès à cette information. Juste un dernier point, je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Ouais, il ne faut pas me donner trop de temps. Je suis à peine. L'unification va nous permettre d'instancier les slots dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, on a des patterns, des slots libres, et grâce à l'unification, on va pouvoir instancier ces slots-là. Les unités, ça c'est ce que dit Peter Agort, et lui, il a en tête les unités de base qui sont dans la mémoire à long terme, ce sont les arbres élémentaires initiaux de tags, et puis il le dit vraiment comme ça. Moi, je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin que ça, et simplement dire, et je vais vous montrer, simplement dire que, en fait, dans cette mémoire à long terme, vous connaissez tous l'idée des arbres, enfin, en tag, l'idée, c'est qu'on stocke attaché à des entrées lexicales, on stocke beaucoup d'informations. C'est pas seulement tag d'ailleurs, hein, mais on stocke beaucoup d'informations, y compris de l'information syntaxique et sémantique. Lorsqu'on accède à un item lexical, on a tout un réseau d'informations qui là peut être représenté par des arbres partiels et qui vont s'assembler grâce à l'unification. Okay,
C'est intéressant de voir qu'en neurosciences, il y a des gens qui s'intéressent aussi, qui vont, TAG, c'est vraiment très ancien, vous le savez, hein, mais qui viennent prendre, qui viennent prendre ces informations. Localisation, je passe là-dessus. Pardon, je voulais juste vérifier si c'est un modèle lexicaliste. Alors, désormais, dans les théories linguistiques sont toutes lexicalisées désormais. La plupart des théories linguistiques, lexicalisées dans le sens où ce qu'on attache aux entrées lexicales, c'est beaucoup d'informations, et y compris des informations qui dépassent le niveau strictement morphologique ou strictement lexical. On attache des informations qui sont syntaxiques, on attache, vous prenez cette évolution de la lexicalisation, il y a peu de théories aujourd'hui qui vont distinguer, qui vont limiter des informations attachées à une entrée lexicale à des informations, par exemple, purement morphologiques. Hein, c'est ce que je veux dire. Il faut distribuer tout le courant du corps généraliste arabe, pas du tout lexicaliste. C'est juste. Ouais, c'est ça. C'est juste. Moi, je veux juste vérifier. C'est juste. J'ai une tendance à mettre ces courants-là dans un monde à part désormais. Ah ouais, oui, pas du tout, c'est juste, c'est juste. C'est juste, mais c'est pas tout à fait vrai. Enfin, on pourra avoir ce débat-là. C'est pas tout à fait vrai, parce que justement, ce qu'on ne met pas dans le lexique, on va le mettre dans des mécanismes particuliers qui vont compenser cette affaire. C'est juste. Mais je parlais du courant lexicaliste, c'était pour nous, en linguistique formelle, c'est le courant, justement, TAG, HPSG, toutes ces théories-là qui ont contesté des approches générativistes sans pouvoir s'en détacher totalement des verts. Mais on pourra avoir ce débat-là. Comment représenter l'information? Je vais passer rapidement là-dessus parce que vous savez ça, sans doute. Dans la sémantique des cadres, la frame semantics, on a cette idée qu'on peut représenter, et c'est une idée qui est reprise indépendamment de la sémantique des cadres, hein, qui est reprise systématiquement en sémantique, y compris en sémantique formelle. Cette idée qu'on peut décrire des ensembles d'informations sous la forme, en quelque sorte, de réseaux, de graphes. Okay. Et là, vous avez un exemple classique qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un scénario d'une activité touristique et on décrit ces cadres-là avec, sur la base d'éléments. Chaque cadre comprend des éléments qui peuvent être reliés à des unités lexicales, okay, et qui vont nous permettre de décrire la représentation du sens qui est attaché à cette activité touristique. C'est pas le cadre le plus parlant. Il y a des cadres, enfin bon, on pourra le voir. Vous regardez sur FrameNet, en ligne, c'est une base de données dans lequel qui est régulièrement mise à jour et dans lequel il y a tous les frames qui vont décrire l'ensemble des sens. Vous voyez ici qu'on a une activité touristique, c'est une expérience touristique avec une attraction, une localisation, etc. etc. Okay. Donc, on va décrire cette activité-là sous la forme d'une relation qui peut exister entre ce cadre-là et d'autres cadres qui vont décrire d'autres événements. Et chacun de ces cadres a des unités lexicales qui sont spécifiques et qui vont permettre de le décrire. Je n'entre pas dans les détails, je vais très rapidement là-dessus, simplement pour vous signaler qu'ici, on a un autre cadre. Ici, on est dans la description d'un scénario qui est celui d'une pizzeria où on va commander, je ne sais pas pourquoi, ça aux États-Unis, en linguistique, cette idée de la pizza est au cœur ils sont obsédés par ça, et depuis des décennies. Et je parle des approches formelles, computationnelles. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que vous voyez, il n'y a rien de particulier, c'est ici qu'on a un élément lexical. Et dans la sémantique des cadres, en frame semantics, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un cadre, et ce n'est pas seulement en frame semantics, c'est désormais dans beaucoup d'approches, un cadre peut être activé simplement par un élément lexical. Vous parlez de pizza, lorsque vous parlez de pizza, immédiatement, vous avez accès à cet ensemble d'informations. Okay. Ce n'est pas tous les éléments. Par exemple, il y a l'action de manger, il y a la nourriture, il y a la farine, il y a les composants, etc. etc. Et chacun va activer, chacun de ces éléments lexicaux, ces lexical units, vont pouvoir activer de façon plus ou moins élevée le sens qui est associé.
Donc, on a ici une vision qui est très complémentaire à celle que j'ai décrite tout à l'heure des grammaires de construction, dans lequel on peut avoir un accès à tout un ensemble d'informations sur des bases qui sont pas du tout des bases de composition, pas du tout des bases de construction syntaxique. Là, ici, vous voyez que, par exemple, on a des éléments, c'est représenté différemment en structure attribut-valeur, des éléments lexicaux qui sont des indices qui vont permettre d'activer une relation commerciale. Okay. Par exemple, vous parlez de boutique, de payer, etc. On a ce cadre de la transaction commerciale qui est immédiatement activé avec tout un ensemble de slots qui vont représenter la structure syntaxique. Ça, c'est une autre façon de représenter ça. Je passe rapidement là-dessus en indiquant qu'un cadre, et c'est la représentation qu'on va utiliser, un cadre, c'est un ensemble d'éléments, des slots, ce que disait Adèle Goldberg dans une représentation de construction, et des relations qui peuvent exister avec d'autres cadres. Par exemple, ici, on est dans le cadre, c'est un exemple célèbre de Filmor, on est dans un cadre d'une fête. Okay. Une fête, ça peut être un mariage, un anniversaire, une inauguration. On a quelqu'un qui nous invite, on a des invités, on a un cadeau en général, on a une localisation, ça peut se passer dans un lieu fermé ou dans un jardin, etc. etc. Okay. Donc, on a un ensemble d'éléments qui sont, vous voyez dans les représentations précédentes, qui peuvent être des éléments plus ou moins complexes, d'ailleurs, les valeurs de ces slots peuvent être d'autres cadres ou d'autres types d'informations. Et puis, on a des relations entre ces slots. Okay. La relation, par exemple, l'autre reçoit un cadeau, il invite des invités, il organise dans un lieu particulier, etc. Okay. Classique en sémantique des cadres. Là, c'est une simple façon de représenter différemment. J'ajoute à ça la capacité d'inférer des informations nouvelles. Lorsqu'on instancie un cadre, lorsqu'on instancie une information, à chaque étape, et c'est ce qui se passe dans une interaction naturelle, on infère des nouvelles informations. C'est très, très classique en représentation des connaissances. En théorie. Par exemple, ce qu'on peut inférer, c'est que dès lors que j'instancie le slot type, je suis dans un mariage, alors je sais que j'ai la cardinalité j'aurai deux autres. Okay. C'est cette information-là, si j'instancie ce trait-là, je vais par conséquent pouvoir instancier la valeur de notre slot. Okay. Il y a toute une série d'inférences qui sont, tout ça est prêt, et toute une série d'inférences qui peuvent être faites, qui nous indiquent, qui expliquent le fait qu'à chaque étape, on va pouvoir automatiquement, en quelque sorte, ajouter l'information. C'est un autre cadre dedans. Regardez ce qui se passe. C'est une représentation, une vision qui n'est pas du tout formelle, mais Mary was invited to the Jack's party. She wondered if he could, je ne me rappelle plus, c'est la phrase, Marie, on a ici un élément lexical, on instancie le cadre qui correspond. Vous voyez qu'un cadre peut correspondre à une union très lexicale ou peut correspondre à quelque chose de plus important. Et was invited, là, ce qu'on fait, c'est qu'on accède à cette information qui va nous permettre d'activer, d'instancier un autre cadre, parti, et peu à peu, on va pouvoir, encore une fois, je l'ai indiqué tout à l'heure, par unification, instancier les différents slots et les différentes relations, et on avance peu à peu, voilà, donc on sait que Marie était invitée, ce que j'ai instancié là, pas grand-chose, que c'est, bon, évidemment, personne, toute une série d'informations sur la personne. On a une seconde personne ici qui est Jack. Elle se demande si il aimerait un cerf-volant. Et donc, peu à peu, à chaque étape du traitement de l'input, on a des cadres qui sont activés, qui sont instanciés, et pour lesquels on a des relations qui vont pouvoir être construites, hein, dans lesquelles ici on a le cadeau, ici on a le cadre général de la fête d'anniversaire, pour lequel on a un birthday, on a un invitant, des invités, etc. etc. Ça, c'est les cadres. Hein, donc, c'est l'information sémantique. Comment rejoindre, et c'est ce qu'on fait désormais, hein, cette idée de construction avec cette représentation du sens, eh bien, on le fait de façon assez naturelle. Je rappelle ici ce que sont les constructions au sens des grammaires de construction. Dans les grammaires de construction, tous les objets sont des paires forme-sens. Tous les objets, ça c'est
on est allé depuis notamment SAG, le papier de 2012 qu'il a proposé, c'est pour les Sign-Based Construction Grammars, où il indique que justement, alors que jusqu'à présent, les constructions étaient des constructions syntaxiques, lui dit que, bah, en fait, tous les signes, ça c'est dans le vocabulaire de SAG, tous les objets sont des signes, qu'il s'agisse d'objets lexicaux, d'objets syntaxiques, d'objets, tout ça c'est des signes. Et pour lui, tous les signes sont des constructions finalement, sont des couples forme-sens. Qu'est-ce que c'est qu'un couple forme-sens? Eh bien c'est ça, c'est une paire à forme-sens. On peut décrire avec des propriétés syntaxiques, morphologiques, phonologiques, etc., la forme de ces objets-là, et on décrit de la même façon le sens de ces objets-là. Bien, ce qu'on propose de faire, je ne rentre pas dans les constructions, c'est de mettre dans cette case-là meaning les frames. OK? Donc, dans cette approche-là, on a des constructions qui sont des paires forme-sens, dans lesquelles le sens, ce sont des frames avec ceci de particulier. J'ai parlé d'inférence, on a plusieurs mécanismes, bon, je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui nous permet de faire le lien entre la forme et le sens, et c'est très bien décrit dans ce papier de SAG, il hérite de ça, de tous les travaux qu'il a fait avec HPSG, c'est le fait qu'on peut partager des valeurs. On a la structure sémantique, on a la structure syntaxique, et avec le partage, ici, vous voyez que, par exemple, on a dans la structure argumentale, et dans la structure syntaxique, ici, on a le sujet, l'objet et l'objet indirect, et le lien se fait par la structure argumentale avec la structure sémantique qui est ici. On sait que l'acheteur, dans le cadre de ce frame échange commercial, l'acheteur, ça va être le sujet, qui sera l'agent. L'objet direct, c'est le bien qu'on va acheter, etc., etc. Et vous voyez que par ce partage de structure, on est capable d'implémenter directement, très concrètement, d'implémenter la construction de la forme sémantique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est vraiment on a des slots, on dit tel slot dans le frame, il va correspondre à tel élément dans la structure syntaxique. Et c'est cette opération-là qui va nous permettre d'instancier progressivement les frames. Okay? Donc, dans ce cas-là, on peut se débarrasser, dans une certaine mesure, on peut se débarrasser de ce mapping qui existe entre structure syntaxique et... Enfin, c'est un mapping, c'est une forme de mapping, mais pas le mapping tel qu'il était conçu à l'origine par les autres approches. Et donc, cette approche signe, forme, sens, c'est exactement ce qu'on va faire désormais. Et ce qu'on dit, c'est que dans la mémoire à long terme, c'est les signes qui sont représentés, et tous les signes sont représentés, sont mémorisés, stockés sous cette forme-là. Chaque signe arrive avec une description de sa forme. Par exemple, si c'est un idiome lexical, c'est toute la description de sa structure phonologique, y compris au niveau phonétique, de ce que ça peut, à quoi cet item-là peut être associé, et puis de toutes les informations syntaxiques, comme on a vu en tag. Très bien. Dernière partie, le modèle humain. Qu'est-ce qui se passe donc, là, on adopte une vision beaucoup plus globale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une situation d'interaction, ou lorsque vous lisez un bouquin, ou lorsque on construit du sens. Vous n'avez pas mis la référence. Le situation model, c'est vraiment quelque chose de Pickering. Pickering et Garrod sont vraiment dans cette idée. Leur dernier bouquin, Dialogue, explique de façon très très précise ce qui se passe dans des situations interactionnelles. On peut généraliser ça à toutes sortes de situations. Ce qui se passe, c'est qu'on construit ce qu'ils appellent le situation model, c'est qu'est-ce que c'est que la représentation du sens qu'on se fait lorsqu'on traite de l'information linguistique. Okay. Eh bien, on peut tout à fait proposer que c'est dans le cadre que je viens d'indiquer, que le sens, c'est justement ce réseau de signes qui sont, je le rappelle, des couple forme sens et qui forme un réseau dans le sens où les valeurs, chaque signe, le sens, vous vous souvenez, il y a des slots et des relations, et que toutes les valeurs peuvent être représentées de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a un réseau, le sens, c'est quoi?
le sens qu'on construit pendant une conversation ou pendant le traitement, encore une fois, on lit un document, etc. On se construit peu à peu, progressivement, grâce à la combinaison des informations produites par les constructions et la représentation qu'on donne avec les frames, on produit ce réseau-là. Okay, un graphe de ce type-là. Bon, c'est une façon de représenter comme une autre, mais cette idée, finalement, c'est du sens commun. Hein, c'est ni plus ni moins que ça. Simplement, on a des objets qui sont des objets assez riches, qui sont des objets complexes. Hein, attachés à une unité lexicale, on peut avoir toute une partie du graphe. Et ce qui se passe dans une interaction, on va le voir, c'est que, et c'est ce que disent Pickering et Garrod, c'est que chaque participant, en mettant un dialogue, chaque participant produit son situation model, et la connaissance partagée, c'est lorsqu'il y a un alignement entre ces modèles-là. Okay, le common ground, c'est la capacité qu'on a de faire aligner ces modèles-là, et la capacité de la faire aligner, c'est simplement la comparaison de peu à peu de ce qui va être partagé par les deux interlocuteurs. Ça, c'est le cœur de ce qu'on construit. Pardon, qui sont les auteurs pardon. Qui sont les auteurs? Martin Pickering et Simon Garrod. C'est des sémanticiens? Alors, Pickering et Garrod sont des... ils sont non, c'est des... en linguistique interactionnelle, c'est vraiment je vous enverrai, désolé, je ne vais pas donner les références, je vous enverrai la référence. Il y a leur dernier bouquin qui est de 2021, il s'appelle Understanding Dialogue, où il présente vraiment tout ça. Mais Pickering, Martin Pickering, vous tapez Pickering sur Internet et vous tombez sur les centaines de publications qu'il a fait, il est prof à Édimbourg. Linguistique interactionnelle, et c'est l'explication, y compris avec des bases neuro, de ce qui se passe lorsqu'on est dans une interaction. Je vais passer très très rapidement là-dessus. Et je vous signale, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Il y a Anderson, il y a longtemps déjà, en psychologie cognitive, a proposé un modèle, une théorie qui explique pour toutes les fonctions cognitives, c'est un modèle unifié qui explique comment ces fonctions cognitives fonctionnent. Elle s'appuie sur un ensemble de mémoires, ça c'est classique en psychocognitive, sur la mémoire déclarative, la mémoire procédurale, mémoire déclarative dans laquelle on a des éléments d'information qu'on va traiter, la mémoire procédurale qui sont les règles qui vont permettre de composer ça. Et puis, cette mémoire déclarative, ça c'est un point important, contient ce qu'ils appellent des chunks. Des chunks, ce sont des objets qui sont des éléments d'information. Et là, encore une fois, on ne parle pas de langage. Hein. Anderson ne parle pas de langage. Il parle d'objets. Et ces objets-là, il y a quelque chose de très intéressant dans cette théorie acteur. Ces objets-là, ils sont stockés dans des buffers de mémoire à long terme, mémoire à court terme, et peuvent être activés en fonction de l'histoire, en fonction des indices qu'on a dans le contexte de cette fonction cognitive. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est l'organisation. Mémoire procédurale, mémoire déclarative, des buffers dans lesquels on stocke tout ça. Et il y a Lewis et Vassich qui ont proposé une incarnation de acteur pour le langage, pour le traitement du langage. Un article célèbre de 2005 dans lequel ils reviennent ils prennent cette théorie-là acteur avec mémoire procédurale, mémoire déclarative, des buffers. L'intérêt des buffers, c'est qu'on a des sources d'informations qui peuvent être très, très variées, qui ne sont pas nécessairement hiérarchisées ou organisées de façon extrêmement séquentielle. On a ces sources d'informations qui sont là et ils insistent, et tous les travaux de Vassich dans les années qui ont suivi ont consisté à mesurer de façon précise cette idée d'activation. Ça nous intéresse, nous, pour une raison, c'est que lorsqu'on instancie le situation model, en même temps, je vous ai dit qu'on pouvait faire des inférences, on a dans un modèle de ce type-là, chaque signe a des valeurs par défaut. Okay. Par exemple, la valeur par défaut je ne sais pas, de ce qu'on peut avoir. On sait que si on utilise un verbe, certains types de verbes, par exemple le verbe manger, par défaut,
l'agent aura une caractéristique animée. Okay, mais ça, ce sont des valeurs par défaut qui vont venir là-dedans. Et lorsqu'on va instancier ces cadres-là, eh bien, on va vérifier que ceux avec quoi on va instancier matchent avec ces valeurs-là. L'activation, c'est exactement ça. Lorsqu'on utilise ces objets-là, les objets viennent, d'une part, avec une série d'informations, et l'accumulation de ces séries d'informations va nous permettre d'activer de façon plus ou moins élevée un cadre. Okay, c'est assez simple, mais on ne va pas rentrer dans les détails. L'intérêt, c'est malgré tout qu'on peut mesurer avec cette approche-là, on peut mesurer le niveau de l'activation des chunks, de ce que Anderson appelle les chunks, et finalement de ce que nous, on va aussi appeler des chunks. Les chunks, c'est à peu près tous les éléments. Ça peut être un élément lexical, ça peut être plus qu'un élément lexical, ça peut être un pattern, ça peut être, c'est pas nécessairement quelque chose composé d'éléments adjacents. Ces chunks-là, ces éléments d'information, ces parties d'information peuvent être activés et on peut mesurer avec, en fonction des scénarios, en fonction de l'histoire, on peut mesurer ce niveau d'activation. Okay, donc, l'unification, j'aurais dû le mettre avant, mais bon, oubliez ça. On n'a pas le temps d'entrer. L'unification, c'est vraiment la façon qu'on a de vérifier que deux objets sont compatibles. Okay, et, on va se contenter de ça. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette vision des choses? La vision des choses, c'est que imaginez une conversation. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, vous ne partez jamais de rien. Okay, la personne que vous avez en face, la localisation, le site, le contexte, fait que vous avez tout un ensemble d'informations qui est déjà instancié, qui est déjà préparé. C'est le contexte. Ce contexte, c'est exactement le situation model que j'ai présenté tout à l'heure, avec une grande partie des informations qui ne sont pas instanciées, qui sont libres, hein, mais on a déjà quelque chose. Et ce qui se passe dans une conversation, c'est qu'au fur et à mesure de la conversation, on va instancier des valeurs de ce modèle. Ce qui explique le fait qu'on peut le faire avec un traitement extrêmement superficiel dans bien des cas. On peut le faire avec des sources d'informations qui sont très, très variées. Okay, donc ça, c'est le cadre général. Et à partir de ce situation model que le locuteur se construit, on a des niveaux d'activation qui vont permettre d'indiquer, de préférer des valeurs dans l'instanciation, dans le processus d'instanciation et de construction de ce modèle. C'est un processus incrémental, ça, on ne peut pas y échapper, parce que qu'on lise ou qu'on écoute, c'est incrémental et on va procéder pas à pas. Ça ne veut pas dire qu'on procède pas à pas, mot par mot. Ça, c'est de l'incrémentalité stricte et qui a toujours guidé toutes les théories, y compris en psycholinguistique, hein, basées sur les mots. Je crois qu'il faut être, enfin, c'est pas que je crois, j'en suis certain, mais il faut être capable de, ok, les mots peuvent être, on peut avoir un traitement strictement incrémental, mais on peut avoir un niveau supérieur. En tout cas, l'incrémentalité est importante. L'architecture est fondamentalement parallèle dans le sens où on a des sources d'informations qui sont variées. Hein, c'est tout ce que ça veut dire être parallèle. Des sources d'informations qui sont variées et auxquelles on peut accéder en même temps, n'importe quand, quelques fois avant, quelques fois après. On ne traite pas d'abord certains traits, puis après d'autres, etc. On peut avoir un niveau de traitement extrêmement superficiel, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a un point qui est absolument essentiel si on veut comprendre le fonctionnement de la compréhension mutuelle dans le cadre d'une interaction, c'est le fait que le langage est prédictif. Okay, on passe notre temps à faire des prédictions. Donc, on le fait en linguistique computationnelle, sans cesse, on fait des prédictions. Et là, désormais, vous savez, avec l'explosion de ce qui se passe en intelligence artificielle, avec tous les modèles qu'on a et les transformeurs désormais, c'est exactement ça. C'est grâce à ces informations-là, on est capable de prédire, mais de prédire énormément de choses. Hein, vous savez qu'avec les transformeurs, vous prenez GPT-3, vous prenez ce que vous voulez,
Et puis, vous pouvez faire de la traduction, vous pouvez faire du résumé, vous pouvez faire de l'analyse de sentiments. Bon, c'est un peu embêtant pour nous, linguistes, de voir qu'on peut faire énormément de choses sans trop comprendre pourquoi on les fait. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et c'est sur cette base de cette prédiction. C'est éminemment, comme la plupart des fonctions cognitives. Le langage est évidemment s'appuie complètement là-dessus. On a des niveaux de granularité différents, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Ça peut être un élément lexical, ça peut être plus que ça. Et puis, on a l'importance qui avait déjà été signalée par Frege, l'importance du contexte. Hein. À côté du principe de compositionnalité, on a aussi ce principe de contextualité. Et le principe de contextualité qui indique qu'on ne peut pas comprendre quelque chose de façon absolue. Okay. Il y a l'interprétation, l'accès au sens doit se faire de façon incarnée avec le fait qu'on doit tenir compte du contexte. Et le même objet, évidemment, on le sait tous, peut avoir des interprétations différentes en fonction du contexte dans lequel il se situe. Tout ça, c'est important. Et je passe là-dessus pour aller directement au modèle. Donc, je récupère bon, c'est peut-être un peu petit. Je récupère l'idée de Peter Agord qui consiste à dire qui simplifie beaucoup hein, par rapport à Anderson, par rapport aux grandes théories en psychologie cognitive, qui simplifie beaucoup, mais qui dit, bon, voilà, OK, première étape, on a la mémoire à long terme, et c'est ce qui est stocké dans notre mémoire à long terme, ce sont les signes, au sens que j'ai indiqué tout à l'heure, les signes qui sont des constructions, hein, okay, qui sont des constructions dans lesquelles on a forme, sens, le sens étant représenté par ces frames. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une interaction? Dans une interaction, on traite du signal acoustique, mais finalement c'est pareil lorsqu'on est en situation de lecture. Hein. On va extraire des éléments qui sont des traits, des caractéristiques qui sont de très très bas niveau. De très bas niveau, c'est-à-dire du niveau purement acoustique. Vous savez que la question de la segmentation en mots, ça c'est aussi une des tâches en linguistique computationnelle, hein, c'est la segmentation en mots. Qu'est-ce que c'est comment on définit un mot? C'est quelque chose qui est pas simple. Mais on peut le faire sur des bases qui sont, qu'il s'agisse de mots en lecture écrit ou qu'il s'agisse de ce qu'on entend, comment on segmente le signal audio. On le fait sur la base d'indices qui sont des indices de très très bas niveau, qui sont des indices acoustiques et purement acoustiques. C'est du traitement du signal. Okay, et on est capable de segmenter à partir de ces indices-là de traitement du signal. Segmenter, ça veut dire segmenter en unités qui sont des mots, mais quelquefois plus que des mots, qui sont des chunks. Vous savez que, par exemple, on considère que, y compris dans certaines théories syntaxiques, que les clitiques sont des affixes des verbes, et ça, ce qu'on observe, c'est que c'est traité comme un chunk. Lorsqu'on segmente dans le signal en lecture ou en audio, on va les grouper. Pareil pour déterminant nom, etc. On a cette façon-là de segmenter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on segmente sur la base de ces indices. Il n'y a pas du tout d'accès à aucun dictionnaire, il n'y a rien du tout. On segmente. Et on a des objets là. En même temps, la mémoire à court terme, c'est ce qu'on stocke avec des éléments, c'est les chunks, c'est au fur et à mesure, quand on traite, vous savez peut-être, en psychologie cognitive, on considère qu'on peut stocker dans la mémoire à court terme 5 à 7 unités, c'est ces chiffres magiques qu'on parle de tout. C'est la mémoire à court terme et on va pouvoir faire des traitements à partir de ça. Cette mémoire-là, c'est ce qui va nous permettre pour le langage de prédire ce qui va se passer. C'est les transformers, c'est GPT. Bon, GPT, c'est pas de la mémoire à court terme, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est ça. À chaque étape, on est capable de prédire le mot suivant. Donc ça, on sait le faire. Hein. Donc cette activité de prédiction, elle va venir dans un premier traitement, elle va venir avec cette activité de segmentation. On segmente, on regarde ce qui est prédit, on regarde si ça peut s'unifier. Si ça peut s'unifier, eh bien, on a une clé d'accès, mais encore une fois, sans aucun traitement de haut niveau, on a une clé d'accès qui nous permet d'accéder à la mémoire à long terme. Okay, on a identifié un mot, on a segmenté ce mot-là, qui sont une suite de phonèmes, on a segmenté une suite de phonèmes. Cette suite de phonèmes, il se trouve qu'elle correspond à quelque chose qui a été prédit. OK, on a une clé d'accès et on va construire le signe correspondant.
Une fois qu'on a construit ce signe-là, qu'on a accédé, on ne l'a pas construit, on a accédé à ce signe, on va regarder dans le situation model si ce signe peut s'unifier avec quelque chose qui est activé dans le situation model, activé avec les mécanismes d'activation que j'ai indiqués tout à l'heure. Par exemple, ici, ce signe-là, on a ici le modèle qui est l'état du sens. Par unification, on voit que ce signe-là peut s'unifier avec ce signe qui est actif, qui avait été activé dans le modèle, et on va mettre le signe correspondant dans la mémoire à court terme. Okay. Ça, c'est le cycle global. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a des niveaux de traitement qui sont la possibilité, d'identifier des objets, mais qui sont des clés d'accès à la mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme, on a ces constructions, et ces constructions, on vient activer, grâce à l'activation et à l'unification, on vient compléter les informations qui sont là-dedans. Donc, vous voyez que dans cette approche-là, évidemment, on reste compositionnel dans le sens où on a ce réseau-là d'informations qui va être peu à peu complété et instancié. Oui. Une question à la mémoire à court terme, parce que dans les modèles de partie, la mémoire à court terme, on la voit plutôt comme les éléments qu'on a déjà entendus, mais qu'on n'a pas réussi à complètement traiter. Donc, reste finalement dans la mémoire à court terme parce qu'ils n'ont pas été résolus. Oui. Alors, ce n'est pas le cas. Là, ce sont tous les éléments qui ont été traités, qu'ils aient été reliés entre eux ou pas. Ce qui se passe dans un modèle, dans le modèle dans le situation model, c'est qu'on peut avoir des éléments non connectés. Celui-ci, par exemple, il n'est pas encore traité. Il est stocké dans le situation model, c'est-à-dire on a ce couple-là, mais on ne sait pas très bien quoi en faire à ce stade-là. Et la représentation du sens, elle n'est pas nécessairement faite avec un graphe connexe. Elle peut être faite avec des objets qui sont déconnectés. Et c'est en fait ce qui se passe concrètement lorsqu'on construit le sens. Et c'est une des façons aussi de se débarrasser un peu de cette vision holistique, pour le coup, des approches modulaires. Dans une approche modulaire, on est obligé de construire une structure syntaxique avant de construire la structure sémantique. Si on ne peut pas construire la structure syntaxique, on ne peut rien dire. On ne peut pas expliquer, comment construire le sens. Okay, si on n'arrive pas à construire un arbre syntaxique, on ne peut rien faire dans une approche, encore une fois, à la Montaigu, par exemple. Okay. Donc là, on peut le faire. Et donc, du coup, la mémoire à court terme, c'est vraiment les objets auxquels on a accédé dans la mémoire à long terme et qui ont été utilisés, quel que soit leur statut. Là, il y a sans doute un problème, c'est que d'habitude, effectivement, on distingue les deux. On a la structure qu'on construit et on a les éléments en attente de rattachement. Là, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, mais il y a quelque chose qu'on peut voir, c'est la possibilité de regrouper ces éléments-là. OK ? Il y a un article très intéressant sur l'idée des chunks. Hein, l'idée des chunks, Christiansen, etc. Dans une situation d'interaction, ils disent qu'on va être obligé de compresser l'information, de compresser l'encodage, parce que ça va très, très vite. Hein, on a à peu près un mot, on a 150 mots par minute, ce qui fait que ça, c'est entre 150 et 200 mots par minute. Et on sait que le traitement, si on voulait avoir une explication à la Federici, hein, on dépasse le rythme de traitement de ces regardez, un mot, si vous avez un mot, classiquement, en euros, il peut y avoir des conséquences de ce stimulus 800 millisecondes après la présentation de ce mot. Sauf que si vous avez un mot toutes les 150 à 200 millisecondes, eh bien, vous expliquez pas, à un moment donné, quel est le mot, quel est le stimulus qui va influencer l'autre et vous ne comprenez plus rien. Okay. Donc, ils disent qu'à un moment donné, OK, on a des mots, mais on va devoir compresser, encoder, et alors, sans structure syntaxique, mais encoder plus globalement, et c'est cette notion de chunk qu'on va
pouvoir nous récupérer en introduisant de l'information syntaxique en disant que ce qui se passe, alors là c'est du coup beaucoup plus flou, mais ça c'était le modèle que la première description que j'ai proposée. On instancie, on a un signe qui est accédé, qui est activé, on l'instancie, on le met dans la mémoire à court terme. Et ce qui se passe dans la mémoire à court terme, et ça, on rejoint toutes les théories en psychologie cognitive, il y a un cycle de traitement dans la mémoire à court terme qui va permettre d'agréger l'ensemble des signes, l'agrégation de cet ensemble des signes. Ici, vous voyez, vous ne voyez pas dans le schéma, c'est trop petit, mais on a 3 signes qui avaient été impliqués. Et là-dedans, encore une fois, on a une opération de chunking qui va nous permettre d'accéder à nouveau à la mémoire à long terme pour construire un signe et qui va nous permettre d'instancier ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a 2 niveaux de traitement, ou plutôt dans un cycle complet, on accède par l'input, on construit une clé d'accès à la mémoire à long terme. Cette clé d'accès me permet d'instancier le common ground, la situation model. Grâce à cette instanciation-là, on va, dans la mémoire à court terme, rajouter ce signe-là. Et par cette instanciation de ce signe-là, on va pouvoir, sur la base des indices que j'ai évoqués tout à l'heure, des cues, qui vont nous permettre d'activer des constructions, on va pouvoir revenir à la mémoire à long terme et vérifier que ce chunk-là, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement adjacent, qui peut être fait d'objets qui peuvent être épars dans la mémoire à court terme, et qui sont là-dessus. Ça, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on reconnaît un idiome. Prenez un idiome. Au début, vous avez votre cycle de traitement qui vous permet de faire ça. Vous accédez, mettons mot à mot, vous mettez dans la mémoire à court terme l'ensemble des mots et on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Alors là, je ne saurais pas quel est le point de recognition, mais ne pas mettre tous ces œufs, déjà là, on sait qu'on a… Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on a dans ce cycle de chunking de traitement de la mémoire à court terme, on a reconnu un objet global qui correspond à un sens particulier grâce à l'accès au signe à la mémoire à long terme. Okay, donc, on a peu à peu, mot à mot, cette possibilité d'instancier le situation model, mais on a également cette capacité de reconnaître des patterns plus complexes, des constructions plus complexes, constructions dites transitives par exemple, grâce à cette boucle qui est faite dans la mémoire à court terme. Okay, et puis, voilà tout. Une fois qu'on a là-dedans, on peut expliquer beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est par exemple, là, c'est on peut expliquer aussi quels sont les problèmes auxquels on peut être confronté. Premier problème auquel on peut être confronté, il n'y a pas d'unification entre ce qui est prédit et ce qu'on a dans le signal. Okay, donc là, il y a un problème de prédiction, c'est-à-dire que finalement le mot prédit n'est pas celui qui a été réalisé. On peut récupérer cette erreur-là en simplement donnant la priorité à ce qui est extrait dans le signal audio, c'est évidemment ce qui va se passer, et il se peut, alors là c'est vraiment des élucubrations, en fait pas tout à fait une élucubration, mais il se peut que ce soit associé à un signal cérébral particulier, en l'occurrence une onde négative, une N400 là-dedans, qui serait un mismatch. Second type à chaque fois, à chaque étape où on a un problème, une unification qui n'est pas possible, eh bien, ça va être associé à des phénomènes particuliers. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas, dans l'accès à la mémoire long terme, on n'arrive pas à trouver de match? Eh bien, on est dans le cas d'une situation de mots inconnus. Et là, on va rien faire de particulier. On va le stocker dans un buffer. En fait, on ne le stocke pas dans le buffer, on instancie ce signe ici, et puis on attend son traitement. Troisième type de mismatch, c'est entre ce qui est activé et ce qui est récupéré dans la mémoire à long terme. Et là, on a aussi toutes sortes de travaux qui montrent qu'on peut réparer ces erreurs-là, ces mismatchs-là, et ça provoque des signes particuliers, des effets particuliers au niveau cérébral. Retenez simplement de cette approche-là l'idée que, les unités d'input peuvent être des éléments lexicaux, ça c'est ce qu'on est capable d'extraire à partir du signal d'input, et peuvent être
des chunks qu'on va construire par un cycle sur la base d'indices d'activation qui permettent de faire des prédictions. Okay, on a ces deux sources-là. À chaque fois, ce qu'on va faire, c'est aller dans la mémoire à long terme pour regarder si ces signes-là sont présents et comment on peut extraire cette information-là de la mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme sont stockées les constructions. On peut avoir des constructions lexicales attachées à une unité lexicale. On peut avoir des constructions beaucoup plus complexes. Et donc, toutes ces constructions sont stockées dans la mémoire à long terme. Il y a des travaux très intéressants de Friedman-Pulver-Müller en neuro qui montrent que les constructions peuvent être associées à des assemblées de neurones. Donc, lui, il va très, très loin. Il dit, y compris d'un point de vue biologique, il y a des codages particuliers, des relations particulières qui sont faites dans des assemblées de neurones qui encodent ces trucs. Il y a des manips qui sont fascinantes de la clinique. Bon, ouais, on peut en parler après. Donc, des assemblées de neurones qui encodent ces constructions, et ça, c'est la mémoire à long terme. Okay, et dans ce qui se passe dans une interaction, c'est qu'on instancie peu à peu ces informations, et ça peut être fait dans le situation model, ça peut être fait de façon très désordonnée, hein, en quelque sorte. Ce qui explique le fait qu'en psychocognitive, il y a aussi une théorie qui est très, très intéressante, qui s'appelle la Good Enough Theory, qui indique que dans le traitement du langage, on a un traitement très superficiel dans les conversations. C'est-à-dire qu'on ne construit pas de structure syntaxique, on va récupérer des éléments d'information très épars, et c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai une très mauvaise audition, par exemple. Là, je fais mieux, c'est pareil, mais je prenais des mots, et ça, on le fait systématiquement, voire même des morceaux. Et peu à peu, grâce à l'activation, grâce à la prédiction, on est capable de construire une représentation sémantique. Donc, on est capable de le faire. Donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on a un traitement très superficiel. En d'autres termes, on ne construit pas une structure syntaxique nécessairement, et on va récupérer des informations qui sont éparses. Okay, et ces informations-là, on les instancie progressivement dans le situation model, et on peut le faire, et on peut arriver à une interprétation grâce à l'activation de toutes ces informations. Okay, donc, et alors, ce modèle-là ne dit pas qu'on ne peut jamais avoir, il ne dit pas, ne refuse pas l'idée qu'on a un assemblage syntaxique. Ce qu'on dit dans ce modèle-là, c'est que dans une situation normale, où on a suffisamment d'informations qui peuvent être activées, à ce moment-là, le traitement est superficiel. On est confronté à un autre type de traitement strictement compositionnel lorsqu'on est confronté où on n'a pas suffisamment d'informations. Vous lisez un papier qui n'est pas du tout dans votre domaine, ou moi je lis un bouquin de philo, c'est un peu compliqué, et donc là, oui, je vais sans doute avoir un traitement incrémental, compositionnel, ou pas à pas. Là, je vais faire une analyse syntaxique et on va avoir une approche, on va dire, qui correspond à la vision classique. Mais en général, vous lisez un bouquin, vous lisez un roman, vous lisez un article dans votre domaine, vous parlez avec quelqu'un, dans tous les autres cas, on aura ce traitement superficiel qui explique beaucoup, beaucoup de choses. On observe, on a plein de manips qui montrent que en neuro, on a le phénomène d'attraction sémantique. Hein, lorsqu'on a une structure argumentale qui permet de prédire fortement une structure, par exemple, l'athlète lance un javelot, ça c'était une manip qui a été faite, bon, bref, et si vous dites le javelot lance l'athlète, et c'est un peu, ça correspond à la Good Enough Theory aussi, eh bien, le participant a interprété de la bonne façon parce qu'il y a une activation extrêmement forte, il est capable de récupérer cette erreur de la structure argumentale. Okay, donc, et ça s'explique précisément grâce à ça. On a un niveau d'activation qui est extrêmement élevé d'une structure, et grâce à ce niveau d'activation, on est capable de traiter, de récupérer des erreurs et de faire ça. Donc, voilà, en d'autres termes, c'est la compositionnalité reste à l'œuvre dans cette structure-là, mais qu'est-ce qu'on compose? On compose à partir de patterns qui sont des patterns qui peuvent être de très, très haut niveau, des blocs d'informations qui sont déjà instantanés. Et donc, si on est capable de dire, OK, on peut composer soit des niveaux d'information de granularité très fine ou de granularité très importante, alors on a réglé finalement ce débat-là entre pour ou contre la compositionnalité. On est toujours compositionnel. Mais qu'est-ce qu'on compose? Eh bien, ce qu'on compose, ce sont des éléments qui sont différents. Et composer, ça veut dire instancier des relations entre les objets qu'on manipule, ni plus ni moins. Et dans le cas où on n'a pas de relation, on n'a simplement pas de relation, et ce n'est pas un problème. On a des sources d'informations différentes. L'idée est qu'on peut, dans ce cadre-là, rester dans
l'idée qu'on a justement, l'idée proposée par Agord, le modèle de Agord, dans lequel on a un Memory Unification Control, dans lequel on a ces trois composants-là, qui sont des composants de base, pour lesquels on peut observer des traces au niveau cérébral, et qu'on étend un peu en disant que les unités de base ne sont pas des arbres partiels, des arbres élémentaires comme à l'origine dans Memory Unification and Control, mais qu'on a des objets qui sont plus complexes dans lesquels on fait rentrer cette notion de construction premièrement et cette notion de situation model qui explique la représentation du sens qu'on se fait en situation naturelle.